Donc bienvenue donc dans ce cycle de conférences donc du Pôle national d'éco-conception, hein. Vous avez ici à l'écran euh, les, euh, les différentes séances qui ont déjà eu lieu. Donc vous voyez que nous sommes à la 11e et donc d'autres nous ont permis donc d'approfondir un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, c'est la question du vivant et la biodiversité que l'on envisagera dans une logique, j'allais dire opérationnelle, c'est-à-dire pratique, comment agir dans ce domaine-là. La séance suivante aura lieu sur l'économie circulaire, donc le 21 avril prochain. Et nous finirons donc encore avec trois autres sessions, hein, donc économie circulaire, et puis système produit-service et ville et territoire. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? Ben, d'abord, quelques éléments sur l'état de la biodiversité et ses liens avec le climat. Alors, ce sont des questions qui sont largement publiées, donc vous trouverez euh, bien d'autres informations. Je vais être très très court sur ce point-là. Les politiques et la façon d'aborder les politiques, hein, je ne ferai pas un état de la réglementation française dans ce domaine-là, mais plutôt un peu les fondements des politiques. Et puis, on se concentrera beaucoup sur les questions de la valeur de la biodiversité, pour qui, quand, comment, et donc à travers deux approches, ce que j'appelais la nature au travail d'un côté et la nature comme inspiration de l'autre. Voilà un peu le plan de notre fin d'après-midi. Alors pour commencer, la dégradation de la biodiversité elle-même. Alors les tendances sont évidemment extrêmement négatives. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été publiés alarmistes sur ce point-là. Là, je donne deux types d'éléments pour l'Europe, hein. On pourrait décliner les mêmes choses pour la France, hein. On n'est pas très différents. C'est d'une part le statut de conservation des espèces par type d'écosystème, donc pleine mer, plateau continental, littoral. Donc vous voyez ici donc les différentes donc écosystèmes et les espèces, les espèces elles-mêmes donc, et leur fragilité. Donc elles sont en difficulté, c'est en rouge, orange défavorable, et puis en gris plus positif ou inconnu. Si on regarde les habitats eux-mêmes, c'est-à-dire les écosystèmes eux-mêmes dans leur capacité à héberger cette biodiversité, on voit qu'on a effectivement un certain nombre de, de, de points qui sont encore plus critiques. Vous voyez d'ailleurs en pleine mer, donc les habitats sont effectivement très mis en péril. Et on voit aussi par exemple les zones humides, donc c'est presque plus problématique pour les habitats et donc ce qui héberge les espèces. C'est une des questions, le mot biodiversité pose toujours problème parce qu'on voit la diversité des espèces, mais il y a effectivement la diversité des écosystèmes qui habitent ces espèces. Donc globalement, situation très, je dirais, enfin, assez catastrophique, et certains considèrent que la question de la biodiversité est presque plus préoccupante encore que celle du climat. Alors justement, la question qui va nous habiter, c'est que la question de la biosphère, donc le fonctionnement des écosystèmes et la biosphère, est très liée au climat. Et puis les deux autres grandes questions environnementales, hein, celle des ressources, notamment les ressources théoriques de la nature, et on sait bien que tout est lié puisque les ressources fossiles en matière d'énergie, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, ben, sont les causes du changement climatique, donc c'est évidemment lié. Et puis les pollutions aussi qui mettent en péril la biosphère. Alors quand on regarde les grandes questions qui sont problématiques et qui posent des pressions sur la biosphère, on voit qu'il y a en numéro un le changement climatique lui-même, en deux la perte des habitats, on a vu que c'était une question importante. Alors cette question est moins globale que locale, hein. Vous voyez qu'il y a des questions globales, mais il y a aussi des questions qui sont les questions globales font l'objet de conventions internationales, mais les questions locales, c'est les territoires qui les ont en charge et dans une multitude de situations. Donc la question de la perte des habitats, c'est évidemment lié à l'occupation pratique du territoire et des terres, et donc c'est bien une décision locale et territoriale. L'exploitation, donc la surexploitation, c'est l'agriculture, c'est un certain nombre d'exploitations tirées des écosystèmes qui peuvent mettre en péril effectivement les équilibres.
les pollutions et enfin les espèces exotiques envahissantes. Donc voilà un peu les, les grandes pressions sur la biosphère et les liens qu'il y a avec le climat. Alors, le lien avec le climat est très particulier parce que d'une part, le changement climatique a un impact sur la biodiversité. Alors, il va dégrader les écosystèmes, les mettre en difficulté, les mettre en péril, en modifiant la température, l'accès à l'eau, enfin un certain nombre de variables dans lesquelles ces écosystèmes s'étaient développés dans un certain équilibre. Et en changeant l'équilibre, on a effectivement des problèmes. Alors, la question qui est liée à cela, c'est l'adaptation et la résilience des écosystèmes, leur capacité à évoluer, à s'adapter à ces changements. Et donc, c'est un élément important. Donc là, on est dans le côté impact du climat sur la biosphère. Mais réciproquement, la nature va avoir un certain nombre d'activités qui vont, on parle de services écosystémiques ou de solutions fondées sur la nature, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, mais qui sont en fait, qui fournissent parmi les services, par exemple, le stockage de carbone. Donc on va, la nature, les écosystèmes et singulièrement le sol vont stocker du carbone et donc être un des éléments de lutte contre le réchauffement climatique, puisque ils vont stocker du carbone qui ne sera pas rejeté dans l'environnement. Et donc, certaines études considèrent que 30% des mesures d'atténuation, donc de diminution des émissions de gaz à effet de serre, peuvent venir de ces solutions fondées sur la nature, ce qui n'est pas négligeable. Pour mémoire, c'est 40% pour le secteur du bâtiment et de l'habitat. Donc, vous voyez, on a déjà 70% de mesures qui sont des mesures très locales et donc qui ne font pas l'objet de choix globaux, mais vraiment de pratiques locales. Donc voilà pour le lien direct entre le climat et la biodiversité. Alors je souhaite ici dire, puisqu'on parle beaucoup d'un objectif zéro carbone 2050, hein, qui est l'objectif d'arriver à zéro en matière de bilan du CO2, il y aura toujours des émissions de gaz à effet de serre et on compte sur ce qu'on appelle les puits pour capter ce CO2 et le retirer de l'atmosphère. Alors, certains pensent au captage et au stockage du carbone industriel, c'est-à-dire sortir des centrales, des cimenteries et capter le CO2 et l'injecter dans le sol. Alors, c'est une solution technique qui reste controversée, mais qui reste aussi très, très chère potentiellement. Or, les deux grandes, et on le voit là sur ce transparent qui est tiré donc de la stratégie bas carbone, donc c'est qu'en 2050, il y aura deux sources de puits, donc la capacité à stocker le CO2, donc ce qui sera quand même émis par les activités, c'est d'une part les forêts, donc le bilan positif des forêts, et puis d'autre part le bois stocké dans les produits du bois, c'est-à-dire la construction en bois, ben le bois qui participe à la construction, c'est du carbone qui reste stocké tant qu'on ne le brûle pas. Et donc on a là les deux grands puits, deux formes de puits sont toutes tirées finalement des écosystèmes. Donc c'est un point essentiel, c'est un facteur clé de la lutte contre l'effet de serre. Donc voilà, juste en préambule, pour continuer, je vais évoquer les questions des politiques et des institutions internationales, parce que finalement, cette question est envisagée au niveau global. Alors, on a un calendrier, tout le monde connaît le calendrier de la Convention climat et des différentes conférences des parties. La Convention, la CBD, la Convention de la biodiversité, qui a été signée d'ailleurs à Rio en même temps que la Convention climat, au même moment, et a aussi son rythme de réunion. Alors, elles sont moins rapides, puisqu'elles sont toutes les 2 ans et pas tous les ans, mais on a donc un certain nombre de conférences des parties avec quelques grandes échéances. Donc la grande échéance, ça avait été en 2012, la conférence d'Aichi, qui avait donné un certain nombre d'objectifs, donc je dirais sur quoi sont fondés ces objectifs. Et aujourd'hui, on prépare la prochaine conférence sur la biodiversité qui se tiendra à Kunming, donc en Chine, du 25 avril au 8 mai 2022, donc c'est-à-dire très prochainement. Et elle décidera du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020, puisqu'on s'arrêtait dans les objectifs à 2020. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que chacune des réunions internationales, de ces grandes réunions internationales, n'ont fait que constater qu'il y avait une dégradation
et les politiques proposées par chacune de ces réunions n'ont finalement pas obtenu leurs effets, et donc on reste quand même dans une tendance, une difficulté à inverser globalement cette dégradation de la biodiversité. Alors, je parlais des objectifs d'Aichi, et donc qui étaient en fait la politique de 2011 à 2020. Donc, oui, on a pris du retard à cause de la Covid. Sont fondés en fait sur une approche qu'on appelle DPSIR, force motrice. Donc, c'est de l'anglais le sigle, mais les forces motrices, les pressions sur l'environnement, l'état de l'environnement, l'état de la biodiversité, les impacts et les réponses que l'on peut y apporter, avec un double aspect. D'un côté, la contrainte, de l'autre côté, les opportunités et les intérêts positifs de la nature. Alors, on ne va pas regarder en détail tout ceci. J'ai essayé ici de vous mettre les grandes catégories, donc les 5 buts principaux, avec en rouge ici, dans les objectifs, ceux qui concernent vraiment les territoires et les acteurs économiques, donc pas les grandes politiques, mais vraiment de façon concrète. Donc, le but A, c'est s'attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité en intégrant ces problèmes aux préoccupations des gouvernements et à tous les niveaux. C'est un des éléments, donc la conscience collective notamment, c'est donc un élément au niveau des territoires aussi de prendre conscience de ces problèmes-là. Donc, il y a un problème de comportement, de compréhension. Deuxième but, c'est réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité. Je les ai évoquées auparavant, donc perte et dégradation d'habitats naturels, les pressions d'exploitation, gestion de la pêche, de l'agriculture, la sylviculture. Donc ça, c'est les exploitations, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes et les changements climatiques. Donc là aussi, beaucoup de questions concernent directement l'action possible des territoires. Troisième question, donc c'est améliorer l'état de la biodiversité en sauvegardant les écosystèmes et les espèces et la diversité génétique. Donc là, on est sur des actions ciblées, les aires protégées ou les espèces menacées. Donc là, on est vraiment très focalisé sur des questions très, très précises. Ensuite, vous avez donc renforcer la mise en œuvre grâce à la planification participative. Donc là, c'est la gestion, le but E, donc la gestion opérationnelle, donc avec mettre en place des stratégies, des plans nationaux, puisque la Convention s'adresse aux pays, donc ça se décline. Ensuite, les pays demandent au niveau des territoires de faire leurs plans, donc on a tout un cadre juridique qui demande aux territoires d'élaborer leurs plans. Je ne les détaillerai pas ici. Il y a aussi les communautés autochtones, donc c'est toutes les connaissances locales qui sont liées à la connaissance de la biodiversité, les transferts technologiques et les ressources financières. Et enfin, c'est une question, et donc je la traiterai tout à l'heure, donc il faut accroître l'avantage pour tous de la biodiversité, parce que finalement, c'est bien cette utilité aussi de la biodiversité qui peut motiver sa protection. Donc voilà un peu le cadre conceptuel sur lequel s'appuient les politiques en matière de biodiversité, et elles se traduisent selon les pays. Alors, il y a tout un droit européen de directive qui est lié à ce cadre logique, et ça se décline aussi au niveau des politiques nationales. La stratégie française nationale de biodiversité est fondée sur ces orientations. Comme je vous le disais, je ne vais pas les traiter en détail, je vais m'intéresser plutôt au processus et aux actions possibles. Donc voilà je dirais le premier point. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ce que je souhaitais évoquer, c'est la valeur de la biodiversité pour les humains. Donc c'est toute la question de la création et du partage de la valeur grâce à la biodiversité, qui est une question assez complexe. D'abord, elle est abordée par différents types de conception du monde. Hein. Il y a des visions effectivement très différentes de reconnaître cette valeur des écosystèmes. Il y a une approche économique, c'est la rationalité économique. Il y a les institutions, c'est-à-dire l'idée que finalement, il y a un certain nombre de biens publics ou de questions publiques qui doivent être gérées par des institutions et organiser ces institutions et les règles de fonctionnement de la société. Une approche écologique qui, elle, va nous donner des éléments tangibles, concrets sur effectivement les flux d'énergie, de matière
et la façon dont les écosystèmes fonctionnent. Donc là, on est dans de l'écologie. Et puis une approche plus philosophique, donc culturelle ou éthique, donc, et notamment la notion harmonie avec la nature, qui est un mot qui est d'ailleurs dans les principes de Rio, de la conférence de Rio de 1992. Et ce mot harmonie fait souvent référence à la culture chinoise, mais il est aussi un élément important dans l'approche de cette question de la biodiversité. Et alors évidemment, ça se décline, il y a des systèmes un peu hybrides, la rationalité économique se décline sous l'angle, on va trouver par le marché des moyens de révéler et de capter la valeur grâce des écosystèmes. Donc là, il y a une sorte de monétarisation de la nature. Les institutions vont éventuellement trouver une façon hybride, c'est-à-dire mettre en place des outils fiscaux qui vont déplacer le marché. Alors, c'est très classique sur le climat, hein, puisqu'on va donner un prix au carbone, et pour certains, il suffit de donner un bon prix au carbone, et tout se débrouillera tout seul. Et donc, certains considèrent qu'en matière de biodiversité, en chiffrant de façon économique la nature, c'est aux institutions à mettre une taxe qui remplace le fait que le marché serait défaillant pour donner le bon prix des écosystèmes et trouver un équilibre qui préserverait la nature. Donc, et puis il y a aussi des processus de normalisation, hein, à l'ISO notamment, où on met en place des systèmes un peu hybrides, à la fois de mesures d'impact, et puis aussi de processus de normalisation. Alors, en fait, ces différents types je dirais, d'approches sont un peu en conflit. Il y a vraiment des visions du monde derrière, des approches très différentes, et c'est même vrai aussi en termes scientifiques. Hein. Les différentes approches s'appuient vraiment sur des disciplines, des rationalités, des façons de concevoir le monde très, très différentes et qui sont en compétition. On va voir l'économie d'un côté, le droit, l'écologie, la philosophie, et vous voyez que derrière la façon dont on pourra aborder cette question de la biodiversité, on va avoir des références extrêmement différentes. Et donc, un des problèmes, c'est euh, de les faire travailler ensemble parce que ces différentes approches sont évidemment complémentaires. Alors, je ne vous apprendrai pas qu'il y a toujours une certaine domination économique et donc du côté de l'économie, et il y a toute une volonté de chiffrer en fait la valeur de la biodiversité et de trouver, soit par le marché, soit par des artifices donc de fiscalité, de trouver une sorte de rationalité économique qui fonctionne tout seul, et qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de problème puisqu'on aurait substitué au marché qui ne fonctionne pas un pseudo-marché qui donnerait un prix aux choses. Alors en fait, on a plusieurs approches. Il y a la valeur économique donc totale. Il y a d'une part des valeurs qui sont liées aux usages, donc des valeurs d'usage, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette biodiversité. Donc il y a les valeurs d'usage direct, c'est-à-dire des prestations directement consommables, nourriture, bois, biomasse, externalités, donc qui vont faire l'objet d'un marché, donc vont avoir un prix et donc vont générer vraiment du PIB. Puis vous avez des valeurs d'usage indirectes, donc qui sont plutôt des avantages dits fonctionnels, c'est-à-dire les fonctions de protection, les fonctions écologiques, enfin des fonctions qui ont un intérêt économique, mais indirect. Il n'y a pas de marché vraiment pour le révéler, mais si cette fonction ne fonctionne pas, on sait l'impact que ça va avoir, et donc on peut le chiffrer. Par exemple, il y a aussi les abeilles et donc la pollinisation. S'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, il faudra polliniser à la main avec des techniques qui ont un coût. Et donc voilà, on substitue à quelque chose qui est gratuit dans la nature, on substitue quelque chose qui est payant. Donc là, on arrive à trouver des prix. Après, il y a des valeurs d'usage d'option, c'est-à-dire que c'est l'usage potentiel futur. Donc on va conserver pour les générations futures. Donc on va conserver des paysages, etc., dont l'objectif, c'est de le transmettre en fait aux générations qui suivent. Eux pourront évidemment l'exploiter ou la conserver, mais ont des capacités d'option, et donc ça a une valeur de transmission patrimoniale.
Et enfin, il y a des valeurs qui sont de non-usage, c'est-à-dire que la nature n'est pas du tout utilisée. Donc les valeurs vraiment d'héritage, et là on retrouve vraiment les générations futures, là, complètement désintéressées. Et on évite les changements irréversibles. Donc on est dans des postures, mais sur lesquelles évidemment on n'a pas de marché. Et enfin, la valeur elle-même d'existence, c'est-à-dire le fait de dire ben, elle a une importance culturelle ou autre. Donc, c'est le côté philosophique qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, en fait, dans tous ces modes de calcul, il y a des économistes qui proposent de mettre derrière des euros ou des dollars et de chiffrer tout ça. Alors, en fait, dans la réalité, plus on s'éloigne de la partie gauche, c'est-à-dire là où on a vraiment des valeurs d'usage direct, des marchés, des choses que l'on peut chiffrer, ça devient de moins en moins tangible et on arrive à des artifices qui sont un petit peu, enfin, qui sont très peu fiables. Hein. Combien vaut un ours dans les Pyrénées? Ben, on vous demande combien vous seriez prêt à payer pour qu'il reste encore un ours dans les Pyrénées. Bon, vous voyez le genre de questions qui n'ont pas vraiment de sens. Et donc, le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on s'éloigne de certaines questions, ben, le marché ne peut plus fonctionner. Donc, on a bien besoin de chiffrer tout ceci ou de l'évaluer, mais pas avec des dollars ou des euros, mais bien de l'évaluer en tant que tel. Donc, en face de cette approche économiste, si j'ose dire, il y a une approche qui a fait l'objet, donc, qui était à la base de l'évaluation des écosystèmes du millénaire, qui a été une grande enquête mondiale. Il n'y avait pas à l'époque l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Maintenant, on a un organisme international pour la biodiversité, mais scientifique, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y a une première grande enquête lancée par les Nations Unies et qui a été publiée en 2005 et qui a créé un peu ce référentiel, cette approche qui est celle des services dispensés par les écosystèmes. On parle de faire services écosystémiques ou services écologiques, enfin il y a plusieurs termes, mais ces services, donc ça c'est le panneau vert ici, c'est 4 grandes catégories de services. Les services d'auto-entretien, c'est ceux qui font fonctionner en fait les écosystèmes, donc tout le cycle nutritionnel donc de la nature, la constitution des sols, et je reviendrai sur ces questions des sols qui me paraît être une des questions fondamentales et qui malheureusement n'est pas, je dirais, développée à bon escient, suffisamment, est très négligée. Et tout ce qui est la production primaire, c'est-à-dire la production de biomasse primaire qui va nourrir ensuite l'ensemble des espèces dans les écosystèmes. Donc ça, c'est l'entretien du système. Deuxièmement, il y a les services dits de prélèvement. Donc c'est ceux qu'on venait d'évoquer qui font l'objet de marchés, parce qu'on va prélever, on va pouvoir vendre. Nourriture, eau douce, bois et fibres, combustible, tout ceci seront des services où on va prélever, évidemment avec des impacts, mais on prélève et ça, on prélève des biens. Il y a les services de régulation, régulation du climat, notamment par le stockage du CO2 par exemple, mais d'autres façons. Par exemple, en ville, des arbres vont permettre de climatiser d'une certaine façon parce qu'ils vont donc baisser les températures et augmenter un peu l'humidité et donc le confort. Donc régulation de l'eau, régulation de l'eau, c'est-à-dire les zones inondables, hein, toute cette partie des écosystèmes humides qui régulent justement le flux de l'eau, la régulation des maladies, et on voit bien que le changement climatique introduit l'arrivée de nouvelles maladies du fait de changements de dynamique des moustiques ou d'autres espèces, régulation des maladies, épuration des eaux. Donc il y a aussi une question qualitative, c'est les écosystèmes dans les rivières vont épurer et dégrader les pollutions dans les eaux. Et si on n'a plus d'espèces dans les rivières, eh bien on va avoir une pollution qui ne sera pas dégradée, pollution organique notamment. Et puis enfin les services culturels, esthétiques, spirituels, éducatifs, d'agrément, etc. Derrière il y a le tourisme, il y a toutes les activités qui sont liées. Donc il y a une partie de ces activités culturelles sont aussi, peuvent faire l'objet de certains types de marchés. Et ce que nous dit en fait cette approche donc des services écosystémiques, c'est que d'une part, il faut que les régulations de base. Alors aujourd'hui, on a abandonné le fait de dire on a un service d'auto-entretien,
on parle aujourd'hui de fonctions de l'écosystème, donc c'est les fonctions de base, hein, c'est tellement indirect comme service, donc il y a un petit changement, mais néanmoins, donc on est bien dans cette logique que ces services peuvent être en compétition les uns avec les autres et qu'il faut les envisager en synergie. Et après, ben, ces services vont avoir un certain nombre d'avantages, d'éléments du bien-être en termes de sécurité, sécurité personnelle, d'accès aux ressources, sécurité vis-à-vis des catastrophes, des éléments de vie agréables, donc, des moyens d'existence adéquats, une alimentation suffisante, des logements, l'accès aux biens, etc. Donc, qui sont directement, et dans beaucoup de situations différentes, mais notamment les pays en développement, sont directement facteurs de santé et d'éléments de vie agréables. Donc la santé, l'accès à l'eau, l'air pur, etc. Donc qui sont directement liés à la capacité d'épuration des écosystèmes, les bonnes relations sociales, etc. Donc finalement, il y a de nombreux éléments de bien-être qui dépendent directement de la biodiversité. Alors, ceux qui considèrent que ben, s'il y a service, il doit y avoir un marché ou il doit y avoir un chiffrage du coût, de la valeur de ces services, bon, on fait quand même un certain nombre de calculs, on y revient toujours plus ou moins. Certaines études montreraient que l'ensemble des services dispensés par les écosystèmes en Europe serait de l'ordre du double du PIB de l'Europe. C'est-à-dire que les productions économiques du système économique ne sont que la moitié en fait de ce que fournissent les écosystèmes. Alors la question n'est pas ici d'entrer dans une discussion sur la pertinence de ces chiffres et de la valeur, mais ce qu'on peut en tirer au moins, c'est que c'est significatif, au moins au même niveau que la production donc industrielle ou humaine, et que donc là on est vraiment en équilibre et que bien des éléments de croissance économique qui sont donnés par les indicateurs économiques ne sont qu'en fait que l'état de la dégradation de services apportés par les écosystèmes. Donc on a vraiment une question globale d'intérêt, de lien vital entre ces services des écosystèmes et l'économie et le bien-être. Donc, ce qu'on peut tirer ici comme conclusion, c'est on a bien donc des écosystèmes et la biodiversité donc vont fournir un certain nombre de services écosystémiques, hein, donc parce que les fonctions de l'écosystème fonctionnent, peuvent faire fonctionner les écosystèmes pour fournir ces services, dont la société va tirer des avantages. Donc, alors la question qui est posée, c'est moins celle de dire il faut donner un prix à toutes les choses et donc de créer des pseudo-marchés ou des fiscalités qui vont résoudre sous l'angle économique une certaine rationalité. C'est au contraire celle de considérer par processus de gouvernance, donc de dialogue, de décision politique, etc., ben, comment on gérer ces écosystèmes de façon pratique et s'appuyer effectivement sur des évaluations économiques si nécessaire, et l'économie est présente, mais aussi sur d'autres façons d'aborder les questions, dire différentes disciplines. Je vous rappelais qu'il y avait différentes disciplines qui peuvent apporter leur contribution. Donc l'écologie, au sens vraiment des fonctionnements des écosystèmes, sont évidemment fondamentales dans cette prise en compte. Donc ce qu'on appelle la gouvernance, hein, donc c'est les processus de décision collective, doivent à la fois donc élaborer les conditions de conservation et d'amplification des fonctions de l'écosystème pour effectivement qu'on fournisse le maximum de services, de valoriser les services écosystémiques en gérant les conflits d'usage, parce que certains usages peuvent être en compétition avec les autres, donc il faut trouver un équilibre, et puis créer aussi de la valeur, c'est-à-dire de concevoir effectivement des activités qui vont créer de la valeur plus, enfin, l'augmenter, tout en partageant de façon équitable les avantages tirés de cette création de valeur. Donc, tout ceci doit pouvoir se faire en développant des connaissances et mettre en place des processus de dialogue, mais aussi en introduisant des connaissances scientifiques dans l'évaluation et donc dans des politiques d'innovation qui intègrent justement ces connaissances biologiques et écosystémiques dans
dans l'approche de ces écosystèmes et de ces services. Alors, pour finir cette partie, et après on rentrera, je vous donnerai un peu la parole pour vos commentaires, et après on rentrera dans des détails, enfin des approfondissements. Ici, l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, qui est une organisation, une association internationale scientifique sur la biodiversité, mais qui est très ancienne, qui donne cet exemple. Hein. Donc, c'est que les services, en fonction du niveau d'exploitation d'un espace, eh bien, les différents services évoluent. Donc, on voit bien donc entre le niveau naturel, où évidemment les services de régulation sont maximales, hein, où les services culturels, spirituels, éducatifs sont maximaux, parce que la nature est préservée dans toute sa complexité. Par contre, les services culturels de loisirs et de tourisme, eux, vont donc qui est une exploitation plus en termes d'activité, vont augmenter quand on aura un usage faible de la nature et de la biodiversité. Et au fur et à mesure qu'évidemment il y aura un usage plus intensif, ils vont décroître. Et puis vous avez les services d'approvisionnement au sens vraiment de l'exploitation, maximum de la productivité, eh bien, vont avoir un maximum là où il y a usage intensif, mais par contre, on évite dans la dégradation et puis l'artificialisation finale et donc la destruction de la nature. Et donc, c'est cet équilibre qu'il y a entre le maximum d'exploitation, à ce moment-là, vous dégradez tous les autres services, et y compris d'ailleurs les services de régulation, donc la capacité de reproduction des écosystèmes et de la nature, et à fournir ces services va se dégrader. Et donc, il y a bien je dirais, il faut déplacer l'équilibre finalement sur la gauche et pas, je dirais, avoir une exploitation maximum. Donc, toute la question, c'est comment on crée collectivement de la valeur pour les différentes parties prenantes et pour les différents services, et on ne se focalise pas sur un seul service. Donc voilà, alors je vais finir par cette première partie par quelques détails sur un sujet qui est très conflictuel au niveau des territoires, qui est celui en fait de l'artificialisation des sols. On voit bien en haut l'artificialisation des sols en France métropolitaine. Globalement, donc, si on prend un indice 100 en 2006, vous voyez qu'on est en 2015 à 112, c'est-à-dire globalement, il y a une artificialisation de 1,4% par an qui s'est fait dans cette période, et que donc, vous voyez que c'est non négligeable, hein, parce qu'il y a une augmentation de l'artificialisation et d'une dégradation finalement de la capacité des sols biologiquement productifs finalement disparaissent. Alors qu'on voit dans la même période la population, je n'ouvrirai pas le débat ici sur les problèmes de surpopulation ou de démographie, qui était un autre sujet, mais on voit en France que bon, l'augmentation de la démographie, c'est de 0,5% par an, et donc on a 3 fois plus finalement, donc une inefficacité du développement qui n'est pas directement liée aux besoins humains, mais puis c'est une façon donc de développement économique qui utilise l'artificialisation des terres. Alors il y a l'artificialisation au sens aménagement du territoire, goudron, construction, etc., qui viennent de la place d'espaces biologiques et qu'on cherche à enrayer. Et donc c'est une des grandes questions d'aménagement des territoires, parce que donc l'extension urbaine, les lotissements, les infrastructures, tout ceci évidemment est à cause de tout cela. Et là, il y a encore une forte demande, pression sur les territoires voilà, au nom du développement économique et d'artificialisation. Donc c'est une question vraiment assez conflictuelle, mais qui est essentielle. Alors sans doute qu'en se posant vraiment la question de ces sols, de leur productivité, peut-être leur donner une autre valeur économique, ou moins une autre valeur de perception sur l'économie. Mais même les sols qui ne sont pas artificialisés au sens bétonné, au sens goudron, l'érosion des sols elle-même touche 25% des terres agricoles en Union européenne, et elle a augmenté de 20% entre 2000 et 2010.
Et donc, alors là aussi, il y a eu des estimations économiques de la perte de fertilité du fait de l'érosion des sols. On estime donc que l'érosion des sols entraîne une perte de la production agricole de 1,25 milliard d'euros par an dans l'Union. Et donc, les coûts de l'inaction en matière de lutte contre la dégradation des sols sont estimés à plus de 50 milliards d'euros par an dans l'Union, de l'ordre de grandeur de la PAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les sols n'étaient pas dégradés, on aurait, je dirais, 50 milliards de gagnés en termes de productivité, ce qui est de l'ordre de grandeur de la politique agricole commune donc en 2019. Donc vous voyez que là aussi, cette prise en compte de la richesse du sol est quelque chose qui, en termes de productivité, est important. Et l'artificialisation par l'agrochimie et donc qui a tué toute la biodiversité du sol pose évidemment des problèmes à ce niveau-là. Alors, on a listé, je reviendrai sur un transparent juste après, donc je ne vais pas lire tout ceci, mais le rôle multifonctionnel de, du sol. Il y a de multiples fonctions du sol et notamment aussi celle de puits de carbone. J'en ai parlé tout à l'heure, donc du carbone. Et des études montreraient que finalement l'utilisation du bois énergie, aurait un bilan négatif en matière de carbone du fait que si on ne replante pas d'une façon qui gère aussi le carbone contenu dans le sol va relarguer du carbone et donc finalement on n'est même pas positif en matière climatique. Donc ça fait partie des questions scientifiques qui viennent d'émerger sur les dernières années. Donc, variété. Alors, on peut aujourd'hui planifier ou considérer les sols. Là, c'est une étude, un outil qui a été proposé qui prend en compte les différents types de services, séquestration du carbone, purification de l'eau, régulation du climat, cycle des éléments nutritifs, habitat pour les organismes, génétique, support pour les infrastructures. Donc, un certain nombre de fonctions. Et en fonction des types de sols, on peut connaître la capacité maximum qu'aurait le sol pour fournir ces services et un sol aujourd'hui dégradé, on pourrait, donc vous voyez en rouge ici c'est un sol dégradé qui a perdu un certain nombre de ses fonctions, mais on voit toutes les gains qu'on pourrait avoir en restituant en fait, l'ensemble des fonctions des sols. Donc en fait évidemment en fonction des sols, les différents types de services ne sont pas les mêmes, mais globalement une approche du territoire qui permettrait de valoriser l'ensemble de ceci, et y compris la séquestration du carbone, est quelque chose d'essentiel, puisque je disais que le côté stockage du carbone est essentiel. Et le stock de carbone organique, c'est aussi la fertilité du sol. Donc il y a aujourd'hui, à travers l'agroécologie, donc des outils et des méthodes qui permettent effectivement ce renforcement des services dans une logique où on gère l'ensemble des services écologiques, aussi bien on évite la pollution de l'eau, enfin on organise l'ensemble des cycles. Donc voilà les questions qui peuvent être posées. Et je propose donc de vous écouter s'il y a des questions, des commentaires. Et je finirai donc par deux questions, ce que j'ai appelé tout à l'heure la nature au travail, ou la nature donc qui fournit un modèle d'action. Et donc, est-ce qu'il y a des Alors, j'ai questions? pas eu de questions directement via le point question, l'endroit, le chat dédié aux Oui, questions. il y a des mains qui sont levées? Alors non, je n'ai pas pu de main levée non plus pour l'instant. Bon, bah, écoutez, on laissera à ce moment-là le débat final, traiter tout l'ensemble des questions. Donc, je vais finir par deux questions parce qu'il y a beaucoup d'approches qui sont proposées. Je tente un peu de les organiser. Donc, j'ai appelé ça la nature au travail. Alors, la nature au travail, c'est vraiment quand on utilise les processus écologiques eux-mêmes pour fournir les services. Donc, c'est vraiment les services tels qu'on les a développés. Alors, avec plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau global des cycles biogéochimiques, c'est là où on va parler du cycle du carbone, donc la gestion des puits. Donc là, on est vraiment au niveau je dirais, global. Au niveau des écosystèmes eux-mêmes, donc des écosystèmes particuliers qui sont effectivement des espaces du territoire qui ont
des entités écologiques cohérentes qui fonctionnent ensemble, donc ces écosystèmes. On va parler des fonctions écosystémiques et donc des services d'écosystème. Je viens de vous en parler, donc je ne vais pas le reprendre. Par contre, il y a un troisième niveau qui est un niveau beaucoup plus opérationnel, donc on n'est pas au niveau de l'ensemble de l'espace de l'écosystème, mais au niveau plus opérationnel, qui sont en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature, donc où on organise effectivement directement la fourniture de services, certains services, directement en utilisant la nature directement de façon, euh, euh, je dirais, volontaire, organisée, pas simplement en ayant une retombée de choses qui existaient, qui préexistaient à l'homme, mais bien en développant des solutions. Donc là, on a un chantier important. Je viens de prendre la présidence de la commission ville durable au niveau de la FNOR et au niveau de l'ISO. Il y a tout un travail sur les villes durables et notamment un chantier qui va être engagé sur justement les solutions fondées sur la nature. C'est l'Espagne et l'Italie qui proposent de partir dans cette piste-là. Or, en fait, la France avait déjà pas mal travaillé sur cette question-là en s'appuyant d'ailleurs sur l'UICN et notamment l'UICN en France. Alors, c'est quoi les solutions fondées sur la nature? C'est un certain nombre d'approches qui permettent les solutions fondées sur la nature sont les actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels originels ou modifiés pour relever directement les enjeux de la société. Donc là, l'UICN avait développé ça. Et donc, les études sur les solutions fondées sur la nature considèrent que finalement, on pourrait avoir 30% des mesures d'atténuation donc des changements climatiques, donc de diminution des émissions de gaz à effet de serre, pourraient s'appuyer sur ces services fournis par la nature. Donc là, il s'agit de projets et il y a tout un processus qui est proposé. Il y a un référentiel de l'UICN qui est proposé pour aborder ces solutions fondées sur la nature pour relever un certain nombre de défis, défis sociétaux. Donc, à la fois, on retrouve les services écologiques, avec des catégories peut-être un petit peu différentes. Donc, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques naturels, le développement socio-économique, donc les services tirés directement des écosystèmes, la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité d'approvisionnement en eau et la dégradation ou la perte lutter contre la dégradation environnementale et la perte de biodiversité. En fait, on a plusieurs objectifs. Souvent, ces objectifs sont conjoints, c'est-à-dire c'est vraiment l'approche systémique. Donc, des actions peuvent avoir des effets conjoints positifs pour différents acteurs. Donc, l'approche qui est proposée, ce référentiel, donc ce standard international, eh bien, en fait, est structuré de façon à impliquer différentes parties prenantes, donc regarder qui est concerné par ces services, quels sont les ayants droit, parce qu'il y a quand même des droits de propriété ou des ayants droit de certains services, et puis de les cartographier, d'obtenir leur engagement et d'organiser dans cet engagement un équilibre et des compromis entre les différentes activités pour finalement trouver une création de valeur partagée la plus importante possible. Et donc là, on est vraiment dans des processus de gouvernance qui permettent vraiment de partir à la fois des besoins et des services potentiels, de prendre conscience des liens qu'il y a entre ces services et de trouver un optimum qui permet de gérer à la fois les services directs, mais aussi l'ensemble des services indirects et la pérennité en fait de tout ce système de services écologiques ou ici donc de solutions particulières fondées sur la nature. Donc j'ai pas le temps ici de donner des exemples, mais c'est très varié et ce référentiel donne vraiment les éléments pour identifier les parties prenantes, organiser finalement ce travail. Donc, comme je vous le disais, il y aura sans doute un chantier, il va y avoir un chantier au niveau de l'ISO sur cette question-là, et donc on est à la recherche effectivement de partenariats et d'expériences pour pouvoir participer à cette mise en place au niveau international.
Dernier point, et ce sera un peu ma conclusion, il y a aussi un certain nombre d'autres approches qui nos amis du CBIOS qui sont présents, je crois, à la conférence pourront dire un mot sur ce thème-là, mais que donc je vais considérer comme étant le modèle de la nature. C'est la nature va nous inspirer, mais sans qu'on ait absolument besoin de cette nature ensuite pour faire fonctionner le modèle. Donc, dans les cycles biogéochimiques, ben, on va prendre en compte les limites planétaires dans un système industriel en prenant en compte les limites. Au niveau des écosystèmes, au niveau donc plus bas, on parle de métabolisme urbain et industriel, c'est-à-dire de regarder une ville comme un écosystème, c'est-à-dire regarder les entrées de matière, les entrées d'énergie, l'utilisation des matières et de l'énergie, et donc de regarder ça sous forme d'un métabolisme urbain et de comprendre. Et donc, on a donc des outils qui permettent effectivement d'identifier le fonctionnement. Et on parle, par exemple, aussi aujourd'hui de cycle de vie au niveau des villes. J'ai un doctorant de Barcelone qui a soutenu une thèse sur cette question-là. Donc, c'est une question importante de regarder le métabolisme global d'un territoire. Deuxième niveau, on descend un peu plus bas au niveau, donc ça, c'est les symbioses entre activités industrielles. Hein. C'est ce qu'on appelle en général l'économie, aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire l'idée que les déchets d'une activité peuvent devenir des matières premières d'une autre, et donc de rentrer dans des relations entre des activités industrielles. Et donc, on parlait à l'époque d'écologie industrielle, et donc d'utiliser le modèle des écosystèmes appliqué à l'industriel. Et puis, dernière question, le biomimétisme. Donc, je vais évoquer juste pour finir ces deux dernières questions, les biocénoses et donc les activités industrielles, c'est en fait l'économie circulaire qui finalement a repris ce thème-là. Alors, je reprends ce schéma ici qui reprend le cycle de vie des produits. Hein, vous voyez donc les matières premières, la fabrication, l'assemblage, la distribution, l'utilisation, la consommation et la fin de vie. Et que donc on était dans une approche, jusque-là, une approche linéaire, c'est-à-dire on exploite la nature et ensuite on rejette des déchets qui polluent. Donc ça, c'est le linéaire. Et donc l'économie industrielle, l'économie circulaire vise en fait à favoriser des retours de boucles à différents niveaux. Donc ici, au niveau de l'utilisation, la maintenance, augmenter la durée de vie. Au niveau du réemploi, c'est réintégré dans l'assemblage et dans les activités industrielles, le réemploi. Aujourd'hui, un très grand chantier qui est mené par l'IFPEB, l'association donc l'IFPEB, sur le réemploi des matériaux dans le bâtiment, donc ce qu'on appelle le booster de réemploi. Il y a vraiment des expériences extrêmement intéressantes. C'est au lieu de détruire des bâtiments et en faire des gravats qu'on va mettre en décharge ou au mieux en soubassement routier, on peut démonter les éléments et en réutiliser une partie. Donc là, on gagne énormément et à des coûts tout à fait économiques. Et puis, il y a des recyclages qui recyclent les matériaux, etc. Donc, en fait, on a un modèle qui ressemble quand même en partie au modèle dans les écosystèmes qui sont bouclés. Alors, il y a aussi des modèles ici qui visent la boucle dans les écosystèmes. Vous voyez ici, avec des matériaux qui vont être recyclés en agriculture, qui vont être recyclés dans la biosphère, etc. Mon propos, c'est qu'il y a vraiment deux visions, une vision industrielle et une vision naturelle. Dans le monde industriel, il faut justement, donc les ressources étant limitées, essayer d'avoir l'obsolescence minimum, c'est-à-dire que ralentir donc ces bouclages pour qu'effectivement on utilise le plus longtemps possible des services ou des produits ou des services. De l'autre côté de l'environnement naturel, c'est au contraire, on cherche la biodégradabilité. On cherche des choses qui finalement se dégradent bien et ne restent pas dans les écosystèmes. Or, les molécules, tout ce qu'on, matière plastique, etc., qui ont été conditionnées par la durée de vie la plus longue possible, finalement, une faible dégradation, c'est en fait un inconvénient. Donc, tout le problème
de ces deux boucles, c'est qu'il faut éviter je dirais, il faut établir une frontière entre le vivant et l'industriel. D'un côté, on va avoir la nature qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on va avoir des boucles qui intègrent la nature dans le fonctionnement. À droite, on est dans un système industriel où il y a on utilise une sorte de mimétisme par rapport au processus de la nature, mais il faut éviter les échanges parce que des molécules à haute durée de vie vont poser des problèmes dans l'environnement naturel. Donc, il y a vraiment deux façons d'aborder cette question de l'économie circulaire, le vivant d'un côté et l'industriel de l'autre. Mais le vivant donne des idées sur des solutions en matière industrielle. Et enfin, je finis sur l'autre question. Hein. Je rappelle qu'on était ici dans cette question au niveau plus des projets, etc., de le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer des modèles de la nature. Et là, on est dans une autre approche, c'est-à-dire on a un problème à résoudre, un problème technique. On va chercher des analogies en biologie et dans l'écologie, on va comprendre un peu les processus et on va reconstruire un modèle artificielle d'une certaine façon et aller vers un produit amélioré et la mise sur le marché. Donc on a ici le biologiste et l'ingénieur s'échangent. Hein, il y a au début le biologiste et après c'est le champ de l'ingénieur. Mais on n'est pas en interaction obligatoire avec la nature. Alors il y a des processus où au contraire le biomimétisme va sur les processus, peut-être plus comme je le montrais dans l'écologie industrielle tout à l'heure, mais il y a vraiment une distinction pour moi entre ces deux approches et donc aborder ces questions-là de biomimétisme nécessite tout de même, c'est pas parce qu'on s'appuie sur quelque chose, un modèle qu'on a vu dans la nature, que ça, on doit aussi faire une étude d'impact environnemental et de regarder vraiment les interactions réelles du produit ou du service, même s'il est issu dans sa conception de la nature, quel rôle il peut avoir et quel impact il peut avoir concrètement. Donc voilà un peu les questions que je voulais évoquer. J'ai mis, mais je ne vais pas les lister ici, j'ai mis quelques outils, quelques approches ou donc une petite bibliographie qui vous permet d'aller un peu plus loin dans des outils existants. Donc j'ai évoqué tout à l'heure celui des solutions fondées sur la nature, donc je ne l'ai pas repris ici, mais sur les questions d'impact, là, il y a quelques références. Il y a notamment la publication d'Anastasia Wolf et donc, dont j'avais dirigé la thèse avec Natacha Bondran, donc, où elle a fait une analyse très intéressante des outils d'évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques en ayant une cartographie. Et d'ailleurs, les deux outils ici sont deux des quatre qu'elle avait identifiés comme étant les plus pertinents. Donc, je vous renvoie à cela. Et donc, vous aurez accès donc, vous pourrez avoir accès à ces documents si vous voulez aller plus loin. Voilà, écoutez, je vous remercie